Sunderlight Production. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Alexis Gour. C'est toujours un grand moment d'essayer de réduire la musique assez subtilement et assez lentement. On a toujours tendance à vouloir baisser un petit peu rapidement et passer tout de suite dans le vif du sujet. Surtout que là, on a beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui. C'est un épisode où ça va parler beaucoup de techniques photo. Ça va parler beaucoup de plein de choses qui sont finalement des basiques de la photographie quand on y pense, mais qui demandent beaucoup de maîtrise pour les faire bien. Et je crois que j'ai trouvé la bonne personne en Alexis pour nous expliquer tout ça. Donc on va parler ensemble de filets, de mouvements, de détails, de storytelling et de tout ce qui fait un bon reportage photo. Bonjour Alexis. Bonjour, bonjour Julien, merci de me recevoir. Bienvenue dans le podcast. Tu m'as dit que tu en avais écouté quelques-uns avant d'enregistrer celui-là, donc tu connais le principe. On va commencer par l'elevator pitch. Tu es dans l'ascenseur, Steve Jobs monte avec toi, tu as 3 étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Alors ça, c'est toujours compliqué de se vendre. Ça, c'est pas là où j'excelle le plus. Non, si je dois me présenter, c'est donc Alexis. J'ai 35 ans. Je fais de la photo donc de sport auto, donc de voitures sur circuit. J'ai commencé en 2012 en tant que pro, sachant qu'à la base c'est une passion, on va dire j'étais amateur avant, et j'ai franchi le cap en 2012 et depuis maintenant j'en vis et voilà, c'est mon job à temps plein. La première passion, c'est les voitures ou c'est la photo ? Voiture. Et c'est ça qui m'a amené à la photo. D'accord. Voilà. Tu travailles essentiellement sur des événements pour Porsche, si je ne m'abuse. Ouais, j'ai la chance d'avoir pu rapidement commencer quand je me suis lancé en tant que pro. J'ai rapidement commencé à bosser avec donc Porsche, donc au niveau France, sachant que c'est une marque qui est allemande et qui est au niveau mondial, hein, évidemment sur les événements. Mais j'ai Porsche France qui m'a rapidement repéré et j'ai commencé à travailler avec eux et depuis c'est mon client historique, celui avec qui je travaille depuis quasiment le début, pour faire simple. Ouais, d'accord. Exactement. Qu'en préparant, je suis tombé sur une interview qui n'est pas toute jeune, qui date de 2013, mais j'ai trouvé ça assez amusant de voir déjà qu'à l'époque, donc tu dis que tu es professionnel depuis 2012, donc tu avais un an d'ancienneté à l'époque. Ouais. Tu parlais de ne pas faire la photo que les autres feront. Il faut essayer, honnêtement. Faut pas tomber dans la simplicité, honnêtement, c'est ça qui est dommage. En photo, il y a tellement de choses à faire. Il faut essayer d'être créatif, il faut essayer de sortir un peu du lot. Et puis même si pour en vivre, honnêtement, on n'a pas le choix, il faut se démarquer. Donc si on fait le même travail que tout le monde, on devient transparent auprès des clients et de tout le monde, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc le but, c'est je me suis toujours mis ça en tête, essayer de toujours me renouveler, essayer d'être créatif. Et voilà, de pas tomber dans une certaine routine. La routine, c'est vraiment le truc que je veux éviter au maximum. Donc, c'est vrai que quand on photographie souvent des événements qui se ressemblent, ça peut arriver très facilement et beaucoup plus vite qu'on l'imagine. C'est ça, parce que les circuits, moi je me déplace sur des circuits, souvent donc pour Porsche, donc c'est tout le temps les mêmes voitures. Les circuits, je travaille surtout au niveau, on va dire France et un peu Europe, principalement. Donc c'est tout le temps les mêmes circuits. Donc je connais les virages, ça tourne en rond, les mêmes voitures. Donc on est obligé de se renouveler, d'essayer de trouver toujours un angle de vue qu'on connaît pas. Il faut toujours un peu se creuser la tête pour pas tomber dans une routine et ça c'est sûr. En fait, ce qui change, c'est les conditions météo, quoi, concrètement. Exactement, je mise énormément là-dessus, tout le temps. Il y a des circuits, tu sais, par exemple, tu vas au Mans. Le Mans, j'ai vécu au Mans pendant quelques années pour justement me lancer dans la photo. J'ai fait mes études aussi là-bas. C'est une ville que j'apprécie, mais par contre, la météo là-bas, c'est un ciel gris. Tu te lèves le matin, tu ouvres les volets, le ciel, il est plat. Tu te couches le soir, le ciel, il est plat. Et quand tu fais des événements sur ce circuit, tu as de fortes probabilités d'avoir à un moment donné un ciel plat. Et donc, tu n'as pas de lumière, pas de contraste, pas de couleur, tu n'as rien, quoi. Donc, ça, c'est très compliqué. Donc, dès que je peux, moi, quand je vais sur d'autres circuits, où je sais que je peux avoir des orages, du ciel,
des beaux petits nuages, un coucher de soleil, un genre de choses. Alors là, je me régale, c'est sûr. Ça change un petit peu. Ça, c'est clair. Ouais. Pour finir l'introduction et le poser, aujourd'hui, quand tu fais un événement, quand tu photographies un événement, qu'est-ce que tu considères être ton métier? Quel est ton rôle en fait dans cet événement? Qu'est-ce que tu vas leur apporter? Pourquoi est-ce qu'on t'engage en fait pour faire des photos de cet événement? C'est une bonne question. Moi, quand je viens sur un événement, donc moi je travaille beaucoup. Alors quand je travaille avec Porsche, je travaille au niveau organisateur. Donc ils organisent une course, un championnat. Donc moi le but c'est de valoriser ce championnat, donc valoriser la marque, valoriser les pilotes. Donc moi le but c'est d'avoir vraiment dans ma construction de mon reportage, c'est vraiment d'arriver à avoir le maximum de choses où on sait où on est, quand, avec qui et entre guillemets le pourquoi. Et moi le but c'est d'avoir c'est comme un peu un mariage. Le but, t'es dans un mariage, on sait comment est l'église, on connaît les mariés, les invités, on a un peu toute la situation. Et ben moi, c'est de faire la même chose, mais sur un circuit, quoi. En gros. T'es là pour raconter l'histoire de la journée. Exactement. Moi, je raconte l'histoire. C'est exactement ça. On va revenir au storytelling tout à l'heure. Si on parle de ta philosophie photo, c'est quoi tes influences? T'as des photographes de référence, des livres, des photos qui t'ont inspiré? Alors, au début, je lisais beaucoup de magazines, un peu moins maintenant. Par contre, j'ai toujours été très, on va dire, réseaux sociaux, Internet, depuis très longtemps, depuis que ça existe, on va dire, Instagram, Facebook, Flickr à l'époque, 500px, des forums. J'ai toujours regardé un peu ce que tout le monde faisait au niveau dans l'automobile. Alors par contre, je suis très focus automobile, ça c'est clair. Moi, tu prends mon compte Instagram, je regarde mon fil d'actu, c'est à 95% c'est de la voiture, ça c'est clair. Mais au moins, je vois à peu près tout ce qui se fait chez les marques, les autres photographes, les principaux photographes. Et c'est vrai que je regarde énormément ce que les autres font, ouais, ça c'est sûr. C'est une veille en fait. Exactement. Et ça me permet de me situer aussi là où j'en suis, entre guillemets. Je me remets tout le temps en question. Et j'aime bien me regarder un peu, et surtout quand je suis sur des événements où il y a d'autres photographes qui sont là en même temps, ça me permet de voir ce que eux ont fait, ce que moi j'ai fait, et de me dire, ouais, là où je me situe, tiens, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas pensé à aller à tel endroit avec la lumière, c'était une bonne idée. Bon, bah, je verrai l'année prochaine. Et puis voilà, j'essaie toujours de me remettre en question et de regarder un peu ce que les autres font. Ouais. Ça tout le temps. Ouais. Alors, en discutant avec toi, je m'aperçois d'une chose. Pour toi, la photo est indissociable de la voiture, en fait. C'est les deux ensemble. Bah, ouais, parce que c'est aussi mon job. Donc, j'ai cette logique de bien faire mon boulot, ouais. Que mes clients soient contents. Moi, le but, c'est que moi, je sois content de mes photos. D'accord. Si je suis content, je sais que mes clients seront contents. Ce que je voulais dire, c'était plus, tu fais pas de photos autres que voiture, en fait. Non, quasiment pas. Et même en vacances, j'en fais très peu, tu vois. Je prends pas mon matériel photo quand je pars en week-end en vacances. C'est vraiment dédié 100% au travail. C'est le travail, exactement. Et je me suis acheté un petit Fuji, c'est un X100F. Ouais. Pour justement quand je pars en week-end ou en vacances. Comme ça prend pas trop de place, ça fait quand même des bonnes photos. Et voilà. Et ça me permet de faire de temps en temps un peu de paysage, ce genre de choses, mais c'est plus perso, quoi. Mais très peu, honnêtement. C'est vraiment c'est le boulot, quoi. Ah, ouais, exactement. Alors du coup, c'est quoi qui te fait déclencher? C'est qui va me faire déclencher. Honnêtement, il y a pas mal de choses. Hein. Tu as des impératifs dans tous les cas. Quand tu es sur une course, il y a des moments où tu es obligé de déclencher. Ça, t'as pas le choix. C'est le départ, l'arrivée, le champion quand il sort de la voiture. Ça, c'est des photos obligatoires. Après, moi, ce qui va vraiment me faire déclencher, ça va être plus plus un instant. Moi, j'aime bien tout ce qui est tout ce qui est sur du sport auto. Il y a donc les voitures qui roulent. Donc, il y en a qui vont être très bons pour les photos d'action. Ça, moi, j'en fais parce que j'ai pas le choix. Il faut que j'en fasse. Et puis, c'est intéressant quand même d'en faire. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les à côté. C'est-à-dire, ça va être les pilotes, les mécanos, la voiture, mais tout ce qui va être ambiance autour, le contexte, voilà. Et moi, c'est ça qui peut me faire déclencher. C'est genre, il y a la lumière, il y a à un moment donné un petit détail, un truc qui ressort. Et là, je me dis, bon, là, il y a un truc à faire. Faut que je le prenne, ce truc en photo. Là, ça vaut le coup. Ça participe à raconter l'histoire, en fait. Exactement, c'est ça. J'ai toujours eu un peu cette logique. Ouais, c'est ça, de me dire, il faut que je varie aussi au maximum mes photos. Je veux pas me mettre à un endroit et dire, je vais faire 50 photos identiques.
me mettre à attendre à un endroit et faire les mêmes photos. Ça m'intéresse pas. Le but, c'est de me dire, j'ai 50 photos, il faut que les 50 photos soient totalement différentes. Donc, c'est-à-dire, dedans, il y aura une photo de piste, un portrait, un petit détail, un truc, je sais pas, voilà. Et puis, j'essaie de mixer tout ça pour que ça soit un peu homogène et que ça raconte quelque chose d'intéressant. Ouais. D'accord. Alors j'ai du mal à croire qu'on ait attendu 45 épisodes du podcast pour enfin parler de filet, qui est moi personnellement quand je me suis remis à la photo il y a une douzaine d'années, c'est un des premiers trucs que j'ai réappris. J'ai l'impression que le filet c'est un peu la base de ton travail. En fait, quand on parle de voiture, c'est un peu difficile de pas être pas être bon en filet, quoi. Et ça, c'est même interdit. Enfin, je veux dire, t'as aucune chance de réussir si tu sais pas faire ça. C'est un incontournable. Les voitures bougent, c'est du sport auto. Même dans n'importe quel sport, je pense honnêtement, à un moment donné, il y a du mouvement, de l'action, donc faut le retranscrire en photo. Et ça passe par le filet, ouais, ça c'est sûr. D'accord. Donc, alors justement, on va parler un petit peu plus largement de mouvement. C'est là que je voulais en venir. Comment est-ce qu'on fait ressentir le mouvement dans une photo ? Je pense que tu es la personne certainement la plus qualifiée pour répondre à ça, puisque tes sujets sont des sujets qui bougent très vite et que justement ça fait partie de ce que tu dois raconter. Comment est-ce que tu fais ressentir le mouvement dans tes images ? Obligatoirement le filet, ouais, comme tu dis. En termes de technique, un filet pour moi, c'est jamais au-dessus de 1/60e, pour faire simple. C'est rare que je monte au-dessus. Après, les voitures que je prends en photo, ça va vite, mais ça reste encore relativement jouable. J'ai jamais fait de Formule 1, par exemple. D'accord. Je pense qu'en Formule 1, le 1/60e, pour le tenir, ça commence à être déjà un peu plus compliqué. Donc peut-être que pour sécuriser, tu montes peut-être à peut-être 1/100e pour sécuriser. Ouais. Bon, après, moi je sais qu'en voiture, avec des Porsche par exemple, ou même sur les 24 heures du Mans, que je fais aussi en photo, donc tu as des prototypes qui roulent quand même plus vite qu'une Porsche. Je sais que le 1/60e, tu sécurises quasiment ton reportage. Le but, c'est quand même de se dire, il faut que j'ai du mouvement, certes, mais il faut aussi que j'ai la photo derrière qui soit nette. Et voilà, donc moi, je sais que le 1/60, je le tiens. Et après, si j'ai le temps, je descends. Et tu peux descendre assez bas, ouais. Après, pour t'amuser, après, le but, c'est d'avoir du mouvement et d'avoir après des fonds. Un circuit, comme je te disais, les circuits, c'est toujours pareil. Les circuits, ils bougent pas, ils changent très peu, ça évolue peu. Et donc le but c'est de jouer avec les fonds. Souvent t'as des fonds, c'est pas forcément esthétique, mais justement avec le filet, tu vas commencer à avoir des choses un peu plus graphiques. Quand tu vas descendre sur du 1/20e, 1/10e de seconde, là tu vas filer vraiment tout le fond, et là tu commences à avoir des couleurs qui peuvent ressortir, et ça peut apporter un plus, et ça amène du mouvement en plus. Ouais, tu ressens davantage. C'est aussi une manière de masquer un fond qui serait pas propre, également, de faire un joli cadre à ta Exactement, voiture. C'est une des techniques. Alors ça, par contre, faut avoir le temps de le faire, parce que là, par contre, t'as quand même du déchet, ça c'est clair. Combien de tentatives pour avoir un filet propre ? C'est une bonne question. Au 1/60e, honnêtement, ça rentre quasiment bien. Alors moi, je shoot avec du 5D Mark IV. Et souvent les filets comme ça, c'est au 70-200. Donc bon, avec le stabilisateur au 1/60e, ça rentre quand même plutôt bien. Dès que tu commences à descendre à du 1/20, 1/10, si tu en as une pour une sur 10, une sur 20, ça commence à être déjà pas mal. Et après, quand il descend encore plus, ça devient vraiment chaud. Ça devient un peu plus chaud. Et ça se fait, hein, ça se sent. Hein, c'est presque un métier en soi, non, le filet finalement. C'est de l'entraînement. Ouais. C'est plus t'en fais, plus ça rentre. Et souvent, ce que j'aime bien, c'est commencer vite bas. Par exemple, je mets directement à du 1/5, 1/10. Donc ça rentre pas. Tu fais tout flou. Et après, tu commences à remonter à 1/20. Et là, tu as déjà pris ton geste, en fait. Et le 1/20 va rentrer, en fait, plus facilement. D'accord. Parce que tu t'es habitué à être vraiment, à bien suivre, à avoir un bon mouvement pour suivre la voiture. Et après, tu remontes et au final, après, tout rentre. Parce que, voilà. Tu t'échauffes, en fait. Exactement, tu t'échauffes. Où tu es à peu près certain de te foirer. Mais derrière, en fait, ça te met bien pour les fois suivantes où tu seras un peu plus rapide, quoi. C'est exactement ça, ouais. Mais faut pas avoir peur de faire du déchet, honnêtement. Le but, c'est de pas de rentrer 50 photos à, je sais pas moi, un 1/10e de seconde ou même en dessous. C'est pas l'intérêt. Le but, c'est d'en avoir 2, 3. Et puis,
c'est très bien, ça suffit amplement, c'est juste c'est du bonus. C'est marrant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à intégrer. C'est qu'une photo suffit, en fait. Ouais, non, mais exactement. Il y a des photos, il faut les faire. Donc, on sait qu'on peut en faire plein des fois parce que il faut les faire. C'est une sécurité. Mais il y en a certaines, c'est ça, on peut se permettre d'en avoir qu'une et puis ça suffit. Elle parle d'elle-même et ça suffit amplement. Ouais, exactement. En tout cas, tu m'as donné envie de m'y remettre parce que c'est vrai que c'est une des premières que j'ai réappris et finalement que je n'ai pas utilisé depuis. Et en fait, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser justement. Il y a plein de choses à faire en filet, ouais. En filet, étonnamment, il y a énormément de choses à faire et je repense à une photo que j'ai vue en mariage, un couple de mariés, je ne sais plus qui l'a fait, je la mettrai dans les notes d'épisode, je contacterai son auteur pour qu'il m'autorise à le faire et je la mettrai dans les notes d'épisode. Mais c'est un couple de mariés qui court sur un quai de gare. Okay. Et le filet est magnifique et lui a eu des valises et tout. Excellent. Je ne sais plus qui a fait cette photo, mais je la retrouverai, je le contacterai, je la mettrai dans les notes d'épisode et les gens pourront aller la voir parce que justement, ça m'a rappelé ça et je la trouvais géniale et comme quoi, tu vois, tout peut s'appliquer dans tous les domaines. Exactement. Pour moi, je pense que le filet, tu peux le mettre vraiment partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je sais quand je prends mes nièces, par exemple, qui courent, j'aime bien mettre justement du filet. Elles vont jouer, elles vont courir. On met un peu de filet, c'est sympa, ça met de l'action, et ça change un peu. Et puis c'est assez dynamique dans une histoire. Ouais. Ça apporte un petit truc qui change et ça fait une belle petite respiration dans l'histoire. Ouais. J'ai noté également dans les choses que tu fais beaucoup que tu es un vrai champion du détail. Tu repères plein de petites choses. Alors moi, je photographie pas de voiture. Ouais. Donc c'est vrai que je me suis jamais posé la question de comment photographier une voiture pour faire ressortir ces petites choses-là. Et si tu me demandes d'en faire une, je serais bien emmerdé en fait. Parce que, entre les reflets, le positionnement et tout, j'ai jamais réfléchi. Toi, tu arrives à la rendre vivante en fait, la voiture, à en faire un sujet à part entière qui est intéressant et presque dont on se soucie en fait, parce qu'on voit ça. Comment est-ce que tu repères toutes ces petites choses que tu photographies ? Je me suis noté, il y avait une photo d'une aile de voiture cabossée dans tes images en fait, où il y a dû y avoir un petit accrochage, où il s'est pris quelque chose dedans, elle est toute rayée et tout abîmée. Comment tu repères ça et qu'est-ce que ça apporte justement à ton reportage de faire ça ? Je pense qu'il faut être très observateur de base. Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe tout le temps, même dans la vie de tous les jours. Quand je me balade, n'importe quoi, je regarde tout. J'analyse énormément. Et la voiture, c'est pareil. Et en fait, une voiture, moi, je vois en sport. Je fais surtout du sport auto. Sur un circuit, les voitures, déjà, bon, c'est pas les voitures que tu as tous les jours en face de toi, ça c'est sûr, c'est pas la Clio ou la 308 que tu as dans le garage. Donc, déjà, il y a des petites choses que tu pas forcément sur ta voiture et qui peuvent attirer l'œil. Ça peut être des matières, ça peut être, comme tu dis, un pare-choc qui est abîmé, ça peut être une jante, ce que sont les jantes, ça peut être des belles jantes, ça peut être un logo, ça peut être du carbone, ça peut être des petites choses qui moi m'interpellent, sachant qu'en plus moi je trouve que il y a un esthétisme, en fait c'est esthétique une voiture, je trouve, c'est ça, il y a de l'esthétisme et c'est graphique, et moi j'essaie d'avoir ce côté mélanger un peu les deux pour rendre un petit détail qui est un peu insignifiant, un peu graphique, et ça complète, comme je disais, un peu mon reportage. Ça ajoute des photos qui n'ont pas forcément un intérêt premier, parce qu'on n'est pas là ça parle pas d'un pilote ou de la course, mais ça parle un peu quand même c'est un peu l'environnement, quoi. Ça parle. C'est ce qui s'est passé, une rayure, un pare-choc cabossé. En fait, ça te raconte l'histoire de ce qui s'est passé pendant la course. C'est ça, exactement. C'est ça. Il y a eu un accrochage, ça s'est bagaré. Il y a chaud et tu comprends en fait que ça a été chaud juste avec cette image-là, quoi. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Non mais c'est propre. Je pense qu'on a tous à nos débuts essayé de faire des photos d'une jante par exemple, d'un truc un peu graphique sur une voiture. C'est pas donné à tout le monde, je pense, d'y arriver proprement. Peut-être ça demande de l'entraînement. Ouais, c'est de l'entraînement et puis je veux dire, regarde, tu vois, quand tu fais du mariage, tu peux prendre un détail sur la robe de la mariée, les chaussures, tu vois, tu vas prendre ce genre de détails. Moi, c'est la même chose, sauf que moi, c'est pas une robe de mariée, c'est une voiture. D'accord. Et en fait, j'essaie de toujours me dire, quel est le petit détail de cette voiture qui peut être intéressant à faire ressortir. Et qui explique un peu la voiture aussi, en même temps qu'il parle un peu d'elle ça amène du contexte. Donc c'est comme ça que tu choisis en fait ce que tu vas photographier, c'est-à-dire que moi je vois une belle jante et je me dis tiens c'est une jolie jante, je vais la photographier, en fait elle apporte rien parce que c'est pas un détail intéressant de la voiture. C'est peut-être ça l'erreur qu'on fait quand on veut photographier des choses comme ça. J'essaie de valoriser un peu c'est ça, j'essaie de valoriser un peu mon sujet, c'est ça. D'accord.
C'est très dur en fait. Enfin, tu vois, on en parle maintenant. En fait, encore une fois, moi, je me suis jamais posé la question. Je me dis, tiens, si je devais photographier un détail de voiture, qu'est-ce que je ferais? Et je ne vois pas en fait. Mais je pense qu'il faut être. Après, ouais, ça m'arrive. Moi, je le vois c'est dans les circuits quand je suis. Bon, souvent les photos de détail, je les fais les premiers jours quand les teams s'installent avec les voitures, les mécanos. Les voitures sont à l'arrêt. Ils travaillent un peu dessus, donc j'ai un peu le temps de tourner autour. On n'est pas encore dans le rush de la course. Et souvent, je vois, moi, je peux passer 20 minutes à tourner autour de la voiture. Ou même faire tous les stands et à chercher le petit détail qui va ressortir, qui va me dire bah tiens là faut que je prenne en photo. Et souvent je vois bien les mécanos, ils me regardent et ils sont là mais ils comprennent pas trop ce que je fais. Ils voient bien que je tourne autour de la voiture. Alors souvent ils me posent des questions, tu cherches un truc, non pas du tout. Je cherche juste la photo que je vais faire, c'est ça. Je réfléchis en fait. C'est ça. Et je réfléchis aux détails que je pourrais prendre en photo. C'est marrant parce que ça a l'air d'être fait sans effort en fait, et en vrai c'est un travail énorme. Bah ouais, et puis parce que je travaille toujours avec les mêmes voitures. Alors les voitures, je commence à les connaître. Pour faire simple, tu vois, les Porsche, c'est une voiture qui on va dire dans le style qui évolue peu. Et moi, en sport auto, c'est une voiture qu'on va dire entre guillemets qu'on change tous les 5 ans. Tous les 5 ans, en fait, la voiture va changer. Donc il y aura des nouveaux phares, peut-être un aileron différent, voilà. Et donc pendant 5 ans, 5 ans, c'est la même quoi. J'ai la même. Donc la première année, tu t'éclates parce que tu découvres la voiture. Donc il y a plein de détails, des petits trucs qui attirent l'œil. La deuxième année, ça commence à être un peu plus compliqué. Et plus t'avances, plus c'est compliqué. Et j'essaie toujours de me dire, il y a peut-être un détail que j'ai pas vu depuis 5 ans. En fait, c'est peut-être un angle, un truc. Et ça, pour se renouveler, après, ce que je fais, c'est aussi, je change beaucoup d'objectifs. Des fois, je vais me faire des détails au 24 mm. Après, je me dis, bon, bah là, c'est bon. Maintenant, je passe au 50. Et des fois, je vais me dire, des fois, je prends le macro, je prends un 100 macro, et je me dis, bah allez, je cherche des détails à faire au 100 macro, qui peuvent être sympas. Et puis, j'essaie de varier comme ça. Et ça me permet de changer de point de vue. Exactement, sans c'est changer, forcément de lieu. Voilà, exactement. Alors, exactement ça. Justement, tu disais quelque chose quand tu parlais des détails. Tu disais les premiers jours, je vais faire les détails justement parce que c'est plus calme et moins dans le rush que les autres jours. J'imagine que c'est des événements, des courses où tout va très très vite. Comment est-ce que tu gères tout ce que tu as à faire sur une journée, parce que tu arrives quand même à raconter l'histoire de la journée, mais enfin. On parle, un circuit, c'est gigantesque, c'est des kilomètres. Comment est-ce que tu varies les points de vue sur un espace aussi large? Comment est-ce que tu racontes l'ensemble de l'histoire sur un espace aussi large en étant tout seul, il me semble? Oui, c'est ça, exactement. Je suis tout seul. Ouais. J'ai du mal à sous-traiter. Donc, je suis tout seul et le but, c'est de tout faire tout seul. Pas toujours simple. En fait, il y a 2 types de courses que moi je fais, on va dire, d'un point de vue pro. Principalement, je fais donc le championnat Porsche, qui est un championnat sprint. Donc, c'est des courses de 30 minutes. Donc, c'est court. Comme tu dis, un circuit en moyenne, on va dire, on est sur du 5-6 km, un circuit. Sur 30 minutes, les pilotes, ils vont faire 12 tours, ils vont au grand max. Donc, ça passe, les voitures, on va les voir passer 12 fois devant nous. 30 minutes, c'est la durée de la course? C'est la durée de la course. D'accord. Donc, c'est très, très court. Pour faire simple, une course de F1, on va plutôt être proche de 1h30. Après, quand tu fais les 24 heures du Mans, c'est 24 heures. Donc, c'est très long. Donc, tu as le temps de travailler. 24 heures, tu as vraiment le temps de bosser. Donc, c'est une autre façon d'approcher le métier. Moi, quand je fais avec Porsche, et c'est quasiment, on va dire, mon client principal et donc mon activité principale, c'est des courses rapides. Tout est rapide. C'est-à-dire la séance d'essai, c'est 30 minutes, les qualifs, c'est 30 minutes, et la course, c'est 30 minutes. C'est-à-dire que sur un week-end complet, on fait 2 courses. Donc, on a 2 qualifs et 2 séances d'essai. Donc, en tout, on a 3 heures de roulage qui sont réparties en 6 fois. Moi, pendant ces 30 minutes, ils vont faire à chaque fois 12 tours. Sur ces 12 tours, il y a le temps où je vais me déplacer. Entre, par exemple, le premier virage au deuxième virage, je vais perdre un tour. Donc, c'est-à-dire qu'il me reste plus que 11 pour prendre mes photos. Et à chaque fois que je me déplace, je perds 1 ou 2 tours. Donc, en tout, moi, je sais que sur mes 30 minutes de roulage, en fait, je vais avoir potentiellement en photo pure à peine 15 minutes, pour faire simple. Donc, en 15 minutes, il faut que j'ai toutes les voitures, des photos différentes à chaque fois, parce que je veux pas qu'ils aient... je pourrais très bien faire la facilité de me mettre dans un virage et pendant 15 minutes, je prends toutes les voitures au même endroit, même photo, tout pareil. Moi, le but, c'est de faire ça, mais de faire ça dans au moins 3 virages. Donc, le but, c'est je cours.
Alors, je suis tout le temps en train de courir et le but, c'est donc tu varies tes photos. Après, donc ça roule pendant 30 minutes. Moi, le but, c'est de faire mes portraits. Les portraits, je les fais avant. Donc, souvent, avant la course ou avant les séances d'essai, je me prends 30-40 minutes. C'est ce qu'on appelle la prairie. Donc là, les pilotes se préparent avant de monter dans les voitures pour après partir. Donc là, j'ai à peu près 20-25 minutes où je vais faire potentiellement du portrait. Donc là, c'est de l'ambiance. C'est pas du portrait posé. On est sur du portrait. Les pilotes, ils discutent avec leur mécano. Il met son casque, sa cagoule, sa combi. Donc là, c'est des super photos que moi j'adore. J'essaie de faire à chaque fois. Le problème, c'est si je fais ça, là, on est dans le paddock. Donc le paddock, c'est la zone où on est avec les voitures avant qu'elles aillent sur la piste. Et le problème, c'est si je suis là pour faire mes photos de portrait, c'est si je dois aller, par exemple, au virage qui est à l'autre bout du circuit, qu'il me faut 15 minutes pour y aller à pied, ça m'enlève du temps sur mes portraits, justement. Ouais. Donc, je suis toujours en train de calculer pour optimiser, en fait, mon timing. C'est-à-dire, je me dis, là, si je fais mes portraits, là, faut que je prenne un virage où potentiellement, je suis assez proche pour pouvoir y aller, faire mes photos de piste, rentrer, et après, il faut que je bosse mes photos. D'accord. Et donc, je suis toujours en train de calculer pour optimiser au maximum. En fait. C'est énorme en fait. Il faut connaître le circuit vachement bien, les accès, par où je passe, quel portail. Le portail, il faut qu'il soit ouvert. C'est pas le moment de se perdre en fait. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que quand moi j'arrive sur un nouveau circuit, je fais du Google Maps, Google Maps pour repérer le circuit. Et je me regarde des tours embarqués, de caméras embarquées, comme ça permet de voir à peu près les trajectoires des voitures. D'accord. Et souvent, quand j'arrive sur un nouveau circuit, là ça va être le cas dans 2 semaines. Là, je vais en Italie à Monza. Et Monza, c'est un circuit que je n'ai jamais fait. Et justement, je vais faire le premier soir. En fait, il y a ce qu'on appelle un track walk. Et c'est en fait avec les pilotes, les ingénieurs, tout ça, tu peux faire le tour à pied du circuit. D'accord. Donc ça, tu le fais souvent le soir, quand ça a fini de rouler. Et donc là, je sais que je vais me faire le track walk en entier. Donc je vais me faire tout le circuit à pied. Et ça va me permettre je vais me faire le circuit donc à pied. Et je vais faire aussi côté ce qu'on appelle voie de sécurité. Donc c'est les abords de la piste. Et ça permet de me dire à tel endroit, j'ai un grillage. Donc là, le grillage, je vois pas le virage. Donc ça, j'oublie. Il faut que je me trouve à un autre endroit pour pouvoir faire mes photos. Donc, et je vais me faire tout ça. En fait, là, je vais me prendre 2 heures, je pense, pour me faire tout le tour du circuit à pied et faire tout mon repérage et voir les endroits où je peux me poser. Après, le temps que je mets à pied de virage pour entrer, par exemple, au podium, si c'est la course, et il faut que je calcule tout et je chronomètre tout. Et je sais que, par exemple, je vais mettre 7 minutes à pied pour faire tel endroit, tel endroit. Sur ce trajet, je peux m'arrêter à tel endroit pour faire des photos, tel virage. Après, je peux avancer à un autre endroit et là, je pourrais faire un autre type de photo. Et j'optimise, en fait, mes déplacements au maximum. Et t'as pas le droit au hasard en fait, c'est vraiment un truc. Si tu veux être efficace, en tout cas, il faut bien planifier. Il faut tout planifier, ouais. Et tu prépares tes angles de vue, tu les essayes un petit peu pendant que tu fais ces repérages-là ou pas? Exactement. Alors, soit je prends le matos si j'ai le temps et je le fais, sinon je le vois à peu près à l'œil nu. Et puis après, je regarde un peu les reportages des autres photographes. Là, par exemple, Monza, je sais qu'il y a la Formule 1. Donc, je vais aller voir les 2-3 sites de photographes de Formule 1, voir les reportages qu'ils ont fait à Monza, et je vais à peu près reconnaître le virage. Avec les exifs, je vais voir la focale qu'ils utilisent. Okay. Et puis voilà, et ça me donne déjà un petit aperçu. D'avoir une idée de ce que tu vas faire à cet endroit-là, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que je regarde beaucoup les exifs sur les photos. Ouais. Ça aide pas mal quand même pour savoir comment se placer, quel matériel utiliser, parce que pareil, c'est assez important. Alors, justement, sur le placement, le matériel et tout ça, je suis tombé sur une interview un petit peu plus récente de toi, qui doit dater de 2018 ou 2019, où tu parlais de ne pas tomber dans la facilité, par exemple, de connaître le circuit et d'y aller parce que tu sais qu'à telle heure, il y a une belle lumière sur un endroit donné. J'aurais bien aimé que tu développes un petit peu ça. Oui, c'est sûr que le circuit, comme je disais, un circuit, c'est fixe, c'est figé. Donc le soleil va toujours se lever au même endroit, il va se coucher au même endroit. Souvent les courses, elles ont lieu au même moment. Par exemple, tu prends les 24 heures du Mans. Typiquement, les 24 heures du Mans, c'est le circuit fait 13 km à peu près. Il est immense. Tu as une partie dans la forêt, une partie sur les routes nationales. C'est un circuit qui est extraordinaire. Tu sais que la course a toujours lieu la 2e semaine de juin.
Donc, tu as toujours la même lumière, le même soleil, même lever et coucher de soleil, c'est au même endroit, même heure, tout le temps pareil. Tu peux très bien te dire, c'est un circuit, tu sais que le soleil, là où il va être idéalement placé le coucher de soleil, c'est à tel endroit. Donc, tu pourrais très bien te dire, chaque année, je vais à tel endroit parce que je sais que le soleil, là, il est bien. Le problème, c'est que moi, j'aime pas faire les mêmes photos. Sinon, tu tombes dans une routine. Ouais, c'est exactement ça. Tu tombes dans une routine et après, tu te lasses. Et moi, c'est pas le but. Donc, le but, c'est de se dire à un moment donné, il faut assurer les photos. Donc, le but, c'est de se dire, à tel endroit, je sais qu'il faut que j'y sois potentiellement à peu près. Mais par contre, je vais peut-être explorer 2-3 endroits à côté que j'ai jamais fait et qui peuvent être aussi intéressants. Alors après, il faut se balader, il faut y aller. Et puis, des fois, on essaye, des fois, ça marche pas, des fois, ça marche. Et puis voilà, quoi. Mais, c'est une manière de rester curieux. Exactement, il faut. Honnêtement, c'est essentiel, je pense, dans la photo, d'être curieux. Ouais, c'est sûr. D'être intéressé par ce qu'on fait, en fait. Exactement. Sinon, après, ça se ressent dans les photos. Après, je pense, dans le résultat, ça se ressent. C'est sûr. Le dernier point un peu technique, en tout cas photographique, dont je voulais qu'on parle, c'était ton utilisation des lignes dans tes images. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, si vous remontez à un des tout premiers épisodes avec Renan Gégaden, on avait parlé du fait d'avoir des lignes bien droites dans les photos et que on commençait, quand on est jeune et qu'on débute, on a souvent tendance à vouloir pencher pour ajouter du dynamisme dans les photos et que c'est souvent une erreur de débutant, entre guillemets, de faire ça. Il y a une raison pour laquelle on fait ça et c'est parce que ça existe et que c'est une vérité. Mais c'est vrai qu'on a tendance à utiliser à tort et à travers au départ. Et en vieillissant, en devenant un petit peu plus mûr, on commence à essayer d'avoir plus souvent des lignes droites. Toi, tu te permets cette petite fantaisie fréquemment de pencher la photo et de ne pas avoir un horizon droit, mais c'est suffisamment occasionnel pour que je pense que c'est totalement volontaire de ta part. Donc, je voudrais que tu nous expliques un petit peu dans quelles circonstances tu fais ça, ce que ça apporte à ton image et quand est-ce qu'on peut se permettre de le faire et quand est-ce qu'il ne faut surtout pas se permettre de le faire. Non, c'est très, très intéressant. Ouais. C'est sûr qu'au début, comme tu dis, il y a des règles. On essaie de les suivre au maximum. Moi, quand j'ai commencé la photo, on m'a dit il y a la règle des tiers, l'horizon toujours droit, etc., etc. Ça, c'est sûr. Bon, au fur et à mesure, après, tu t'adaptes en fonction de ton style, de ce que tu veux avoir comme type d'image, ça, c'est sûr. Je pense que l'horizon, si vraiment mon horizon il est marqué, par exemple, tu as des montagnes, tu as un fond vraiment qui est très présent, c'est sûr que j'avais évité de le mettre de travers parce que là, si j'ai même les arbres, tu vois, si j'ai des arbres, une forêt en fond et j'ai tous mes arbres qui sont de travers, c'est sûr que ça va me gêner. Au début, ça me gênait peut-être pas forcément, au tout début quand je me suis lancé. Là, depuis peut-être 2 ans, je fais très très gaffe à ça. J'essaie d'avoir mon horizon très droit. Sauf quand justement tu es sur des circuits où c'est très épuré, où justement tu fais du filet. Tu fais des filets où ton fond va être tellement filé que c'est que des lignes et c'est très graphique. Et là, tu peux te dire, pour avoir un peu de dynamique, ça amène un peu de dynamisme, tout ça. Et c'est de se dire, allez, je penche un peu l'appareil photo. Et ça va créer peut-être un peu de dynamique. Ça peut en créer en tout cas. J'allais dire c'est un élément graphique en fait, mais ouais, c'est ça. Ça peut amener de la perspective entre guillemets avec des lignes. Voilà, c'est. Ça amène du graphisme en fait dans ton image, quoi. C'est ça, exactement. Après, il y a quelques années, je pense que si tu remontes sur mes anciennes photos, mes anciens reportages, c'est ce que j'allais dire. Je pense que tu as peut-être des photos avec des arbres et tout, un peu de travers. Et ça, maintenant, je le ferai plus, toi. Honnêtement. C'est ce que j'allais dire. En fait, comme ton site est classé par année. Ton portfolio est classé par année, du coup je me suis amusé à mettre 2014 et 2019 côte à côte. T'es pas tout à fait à jour, mais bon, c'était une année un peu particulière aussi, 2020. Du coup je me suis amusé à mettre la première année qui est disponible avec la dernière. Et c'est vrai qu'on voit ces petits détails, on voit ton évolution de photographe en fait, qui t'a appris avec le temps de certaines erreurs. Et donc on voit ce genre de choses justement où tu fais plus attention. Et c'est pour ça en fait que ton utilisation des lignes est particulièrement forte maintenant en fait, parce que c'est très intentionnel et que justement là où ça pouvait être noyé dans des petites erreurs techniques avant, enfin des erreurs techniques, je sais pas, mais des choses auxquelles tu ne fais pas attention en fait. Là aujourd'hui, quand c'est pas droit, c'est pas droit, mais c'est pour une raison et du coup ça a un vrai impact. Ouais, non mais t'as entièrement raison, hein, c'est sûr. Hein. C'est quand j'ai revu des photos dernièrement que j'avais faites, c'est ça, même de 2012 ou 2013, mes premiers reportages que j'avais fait, et je voyais mes fonds, il y a des choses pas possibles. Je veux dire, des trucs, c'est. Je me suis dit, quand on voit des photos il y a 10 ans, quoi. Mais c'est ça, exactement. Non mais c'est ça. Mais
c'est vrai qu'on bon, heureusement on évolue et notre vision évolue et voilà Et on devient mais meilleur. ouais, après, faut pas trop en abuser non plus, ouais, de pencher. Je sais qu'à un moment donné, c'était un peu à la mode dans le sport auto de pencher. Il y a bah voilà, ça, il y a une dizaine d'années, c'était un peu à la mode de pencher un peu l'appareil photo pour avoir ses dynamiques, avoir du dynamisme. Mais je me rends compte que maintenant, de moins en moins le font et heureusement, ouais, parce que Oui, parce que ça dilue en fait, ça dilue l'effet, ça dilue l'impact. Exactement, Il c'est n'y a plus ça. aucun Et intérêt de le faire du et coup. c'est un peu ridicule de temps en temps, surtout si tu as, je te dis, un fond qui est très marqué avec des arbres ou je sais pas, des montagnes, c'est juste pas possible. Oui, Quoi. c'est pas propre en fait. Ça fait Non, pas exactement, c'est ça. Et maintenant, je fais très gaffe à ça, ouais. C'est de D'accord. plus en plus. Alors, Ouais. je voudrais qu'on parle d'une image, plutôt d'une série d'images en particulier qui est sur ton Instagram. C'est le portrait d'un pilote qui s'appelle Gérard Larousse, que j'imagine est Oui, plutôt côté retraite de oui, pilote, maintenant, vu oui, c'est l'âge sûr. qu'il a. Oui. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu parce que je trouve que c'est assez complet en fait ce que tu as fait de lui. Et assez représentatif de ta manière de travailler finalement, même si c'est pas une course en soi, c'est un portrait de lui dans la voiture, autour de la voiture et qu'il représente en fait à son âge aujourd'hui autour de la voiture, mais je trouve en fait que ça résume bien ta manière de travailler, donc j'aurais bien aimé que tu nous en parles un petit peu. Ouais, ça, c'est un reportage que j'ai fait l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou cette année. Je suis perdu, j'ai plus la notion des dates. Ça passe trop vite, j'enchaîne les événements. Surtout cette année. C'est ça, exactement. C'est un reportage que j'ai fait pour un magazine, à la base, donc autour de la voiture et de ce pilote, parce que c'est un pilote donc reconnu au niveau, on va dire Porsche, parce qu'il a gagné les 24 heures du Mans. Voilà, il a une grosse histoire, un gros passé avec Porsche. Et donc c'est un peu, voilà, ça fait partie de ces pilotes un peu emblématiques de la marque que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce jour-là pour ces photos. Adorable, un pilote d'une simplicité incroyable. C'était très agréable comme moment. Et donc ouais, donc le but c'était de faire des photos de la voiture principalement. Et il y avait aussi donc le pilote parce que bon, voilà, il allait avec la voiture. Voilà, c'était un Ils pack. sont indissociables en fait. Dans le Exactement, reportage, en tout cas, ils sont indissociables, mais du coup, on voit autant l'un que l'autre. Et c'est ça que c'est je ça. trouvais réussi. Et c'est un pilote, voilà. En plus, quand il dit, bon, il a il doit avoir un peu plus de 70 ans. Donc, il a, voilà, le visage un peu marqué, entre guillemets. Et c'est vrai que en photo, en portrait, c'est canon, quoi. Ça ressort vite bien. Après, je suis pas, les portraits posés, j'en fais peu. Je suis très, quasiment, on va dire, ouais, peut-être 95% de mes portraits que je vais pouvoir faire des pilotes. Ça sera toujours pris sur l'instant. Je le fais pas poser. Le but, c'est d'être justement spontané, ouais. D'être le plus naturel possible. Et donc, voilà, moi, je veux que ça soit une situation un peu naturelle. Et justement, là, j'avais dû le faire poser sur la voiture. Je pense sur le montant au niveau de la porte. Il devait être posé sur la voiture. J'ai dû faire 2-3 photos avec lui où il savait que c'était les photos que j'étais en train de faire parce que c'était le but. Et puis, je crois qu'il y avait 2-3 personnes avec qui il discutait. Et à un moment donné, j'ai attendu justement qu'il m'oublie un peu pour pouvoir faire justement, je pense, les bonnes photos, entre guillemets. Et c'était pour moi les photos les plus intéressantes parce que justement, il me regarde pas forcément. Et puis, il est naturel, quand il est ailleurs, il pense à autre chose. Il sait que je suis en train de faire des photos, mais il l'oublie un peu. Et moi, c'est tout ce que je recherche, quoi. Je cherche pas forcément. J'essaye d'en faire maintenant des photos posées, de pilotes par exemple, de plus en plus, parce que c'est un truc que je ne faisais jamais. Et j'essaie de le faire parce que je trouve que c'est intéressant aussi. C'est notre approche. Faut construire sa photo. C'est notre approche. Mais je sais que même pour mes clients, ce qu'ils apprécient le plus dans mes reportages, sur ces types de portraits, c'est justement ça, c'est d'avoir des portraits un peu pris sur le vif, quoi. Et moi, quand je travaille, par exemple, alors que ce soit avec Porsche ou même, je travaille donc pour les 24 heures du Mans, en tant que photographe officiel aussi depuis maintenant, je sais plus, 4-5 ans. Je sais que, toi, par exemple, pour tout ce qui est interview de pilote, souvent, ils avaient avant des photos où le photographe arrivait devant le pilote, il disait, bah, tu te poses à tel endroit, tac, tac, on fait la photo, ça sera pour l'interview, pour illustrer. Et maintenant, moi, je sais que quand ils font appel à moi, c'est justement, bah, tu prends le pilote sans le poser. Et le but, c'est d'avoir le pilote. Alors, soit il est dans le stand, soit à la sortie de la voiture ou autre. Et c'est d'avoir une photo vraiment d'ambiance et de jouer un peu là-dessus, quoi. C'est de la photo d'action, en fait, que tu fais. Et tu restes dans cet état d'esprit-là, en fait. Parce que c'est toujours, ouais. Ton rôle, en fait, de photographe, c'est de photographier de l'action et tu restes dans ce rôle-là, en fait, en permanence.
Exactement. Et après, c'est aussi avec je pense, c'est un peu de ma personnalité. Je suis quelqu'un de assez discret. Et j'ai du mal à aller par exemple, vers un pilote, et lui dire, bah voilà, j'ai besoin de faire une photo. Alors, je le fais maintenant parce que, c'est le boulot, il faut le faire. Mais, je préfère me dire, je me cache dans un petit coin. Dans un petit coin, derrière, je sais pas moi, un mur, un pneu, une jante, une voiture. Et comme ça me fait mon premier plan, ça construit mon image en même temps. Et j'ai le pilote au fond et il se rend pas trop compte que je suis là. Et puis j'en profite pour faire mes photos. Et puis voilà. Et ça me permet d'avoir un truc un peu sur le vif, et voilà, tout en restant discret. Et voilà. Alors, ça résume assez bien. Si on clôture cette partie philosophie photo, c'est toujours la même question. C'est quoi l'image qui restera de toi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton travail quand tu prendras ta retraite? Très très bonne question. Elle est honnêtement, pas encore faite. Honnêtement, elle est d'autant plus piégeuse pour toi, celle-là, que tu fais globalement toujours le même genre de photos. Ouais. Et puis moi, comme je te disais, j'adore mon boulot, hein, honnêtement. J'adore. Pour rien au monde, je changerais mon travail. Mais j'ai une vision très travail, justement. C'est-à-dire, pour moi, c'est un job. C'est pas une question de postérité. Exactement. C'est toujours ça fait toujours plaisir, hein, de s'entendre dire, voilà, les photos sont jolies, là. Mais moi, je fais avant tout ça à la base. Je fais ça pour moi, évidemment, ça c'est sûr, mes photos. Mais après, non, moi, c'est plus à l'instant T. Voilà, mon client, il est content, il a une belle photo de lui. Le pilote, il est content parce qu'il a une belle photo de lui. Bah, très bien. Et puis, tu passes à autre chose et tu passes au reportage exactement. Et je passe à autre chose. Et puis voilà, on avance ensemble, tous ensemble, un peu comme ça, là, d'année en année. Et puis voilà, c'est très bien. D'accord. Donc, la photo la plus importante, c'est la prochaine, en fait. Toujours, ouais. Exactement. C'est ça. Alors justement, ça va nous permettre une transition vers le côté un peu plus business de cet épisode. Aujourd'hui, ta source de revenus principale, c'est quoi? C'est ça. C'est la photo sur les circuits. C'est la photo sur les circuits, exactement, depuis 2012. Alors, on va dire 2012 à 2013, première année. T'en vis très très difficilement, ça c'est, on va pas se mentir. Le temps de se lancer, de se faire connaître, c'est très compliqué. Deuxième année, je commence à avoir un peu plus de contrats, mais c'est pas encore ça. Tu te mets pas un SMIC, hein, qu'on soit clair. Deuxième année. Et la troisième année, donc 2014, je commence à travailler avec Porsche. Et donc là, ça se lance. Et là, après, le fait de travailler avec Porsche, en fait, ça t'ouvre des portes, en fait. Parce que tu travailles sur des circuits. Les circuits, après, te repèrent. Donc, quand ils organisent un événement, ils te font appel à toi. Les pilotes qui roulent en Porsche sont sponsorisés par des entreprises qui peuvent te contacter. Et après, tout se lance un peu comme ça. Et après, voilà. Et donc là, depuis 2014. Porsche, en fait. Exactement. Et depuis 2014, voilà, j'en vis, voilà, je vis de la photo, ça c'est sûr, c'est mon job à temps plein, et voilà, ça marche très bien. Puisque tu parles de tes premières années, on va parler de la manière dont tu as démarré dans ta niche, puisque c'est une niche photographique. J'ai lu que tu avais commencé en allant traîner sur les forums pour faire connaître ton travail. Oui. Et justement, j'aurais bien voulu que tu développes un petit peu cette histoire-là, que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé. Et comment on peut prendre une place prépondérante en fait dans un milieu comme ça, juste en s'adressant à des passionnés, parce qu'au départ c'est ça les forums, c'est que des passionnés. Ah bah complètement. Mais c'est important les forums. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas été sur un forum. Alors je sais même pas si ça existe encore, la notion de forum avec tout ce que ça peut. Je crois que c'est un peu tombé en désuétude. C'est un peu, je pense, hein, peut-être maintenant c'est peut-être des groupes Facebook ou ce genre de choses peut-être, mais non, qu'à l'époque, moi là-bas je suis donc amateur, je suis passionné. Pour remettre le contexte, je fais mes études qui n'ont rien à voir avec la photo au Mans. Je m'intéresse à la voiture et au sport auto de très loin. En habitant Le Mans, évidemment, il y a un circuit. Mes amis, on avait 18-20 ans. Donc on se rend sur le circuit régulièrement. Là, on rencontre des propriétaires qui ont des belles voitures, ce genre de choses, évidemment. Il y a tout un contexte avec le circuit qui fait que je mets un pied dedans. De là, je commence à faire des photos en me disant, je vais faire des souvenirs, mais perso. J'ai acheté un petit appareil photo
un petit compact. Je me fais mes premières photos comme ça. En 2006, donc là, je dois avoir 22 ans, si je dis pas de bêtises, un truc du genre. J'achète mon premier réflexe pour faire justement en perso des photos des 24 heures du Mans. Je fais mes photos. Tous mes amis me disent les photos sont trop cool, nanana. Donc là, je m'intéresse au forum. Donc là, je vais sur les premiers forums, c'était Canon EOS numérique, EOS numérique, je crois que c'était ça. Je mets mes petits reportages. Donc là, j'ai des avis justement très intéressants sur comment cadrer, comment faire ceci, comment faire ça. Donc là, on progresse à une vitesse, pour moi, c'est assez radical. On progresse vite. On a vite une bonne logique. Moi, ça a été sur ce forum-là où j'ai mis mes premiers albums de peut-être 20 photos. Et là, on m'a dit directement dans les commentaires, non, mais ça serait bien justement de varier les points de vue, d'avoir quelque chose qui raconte une histoire. Et là, ça fait tilt. Et direct après, le deuxième reportage, j'ai 20 photos différentes. Ouais. Et voilà. Et ça a été le premier truc. Et donc là, je commence à faire ça. Je progresse en photo en amateur. Et puis je me dis à un moment donné, je commence à avoir soif un peu de reportage. Donc je me dis à un moment donné, il faut que je trouve des voitures, des événements à prendre en photo. Et donc là, je vais sur des forums de passionnés, par exemple de Porsche, de marques de voitures, de sport auto. Et grâce à ça, ça met un premier pied un peu dans le milieu. C'est-à-dire, ils me disent, tiens, moi je vais rouler sur tel circuit. Viens avec moi, je t'emmène. Tu fais des photos sur le circuit de ma voiture, même des autres, et au moins tu profites. Ouais. Et ça s'est fait comme ça au début. Donc j'ai pu comme ça aller dans plein d'événements, faire plein de photos soit de voitures de particuliers, soit sur des circuits. Et donc en 2012, à force d'aller sur le circuit du Mans via plein d'événements, plein de contacts que j'avais, c'est comme ça que j'ai commencé à contacter un peu les gens du circuit en fait. Ouais. Et c'est là que je me suis dit allez, maintenant je me lance parce que là je commence à être un peu sur pas mal d'événements, je commence à bouger de plus en plus, à faire plein de photos, et il y a peut-être un potentiel, peut-être un truc à faire. Et donc c'est là où je me suis dit allez, maintenant je me lance. Et donc j'ai fait ça. Donc j'ai déménagé au Mans parce que j'habitais Toulouse entre temps. Ouais. J'avais déménagé à Toulouse pour mes études. Et donc j'ai redéménagé au Mans en 2012 pour me dire maintenant voilà, je lâche toute ma vie à Toulouse, je lâche tout. Je pars au Mans avec mon appareil photo, je revends tout ce que j'ai, je m'achète du matos et du bon matos. Et je tente de me lancer. Et donc c'est ce que j'ai fait en 2012. Et voilà. T'avais quel âge à l'époque ? J'avais en 2012. Voilà, je suis une catastrophe. 2012, je vais avoir 24 ans. C'est ça, un truc comme ça, oui. Le bon âge pour faire un truc comme ça, en fait. Exactement, c'était ça. C'était le moment où j'avais, en fait. J'avais c'était l'année où j'avais mon master en marketing. J'avais toujours privilégié aussi les études à côté. C'était le parachute, au cas où. Ça me plaisait pas du tout, mais il fallait bien faire quelque chose, donc j'ai fait ça. Et je m'étais dit voilà, j'ai mon master, je l'ai en poche. Si je dois me lancer, c'est maintenant. Je me donne 1 an, et dans 1 an, on avisera. Et puis voilà. Et ça a marché assez vite. Et ça a marché assez vite, heureusement, ouais. C'est marrant, en fait, comme le simple fait de faire, finalement, parce que t'aurais pu te contenter de rêver de faire des photos comme ça sans jamais faire les démarches pour les faire. Et en fait, le simple fait de prendre des contacts, de rencontrer des gens, de faire, finalement, ça t'a plus que poussé dans la bonne direction. Ça t'a vraiment mis sur la bonne voie, en fait. C'est ça qui m'intéressait dans ton histoire et dans ce côté-là de ton histoire. C'est de dire, en fait, c'est bien de dire je suis photographe, c'est mieux de sortir faire des photos. Et finalement, ce que tu n'avais pas en connaissance à l'époque et en expertise et en compétence, tu l'as acquis en fait en allant le faire. C'est comme ça que tu as développé. C'est vrai qu'on voit souvent des photographes qui se disent photographes qui font pas de photos, qui passent des heures sur YouTube à regarder les techniques et à dire je suis un champion, mais qui n'ont jamais fait une image réellement, quoi. Et toi, tu as fait tout l'inverse. En fait, tu as été directement faire des photos, te mettre dans le dur, alors que tu savais peut-être même pas forcément ce que tu faisais à l'époque. Tu as dû découvrir des choses sur le terrain. Mais c'est marrant de voir comment tu t'es développé en fait, comme ça. Et c'est ce que je conseille à tout le monde. Moi, j'ai souvent des petits. Attends, j'ai 35 ans, je me prends pour un vieux. J'ai souvent des petits jeunes de 20 ans justement qui me contactent en me disant, ou 18 ans, j'aimerais me lancer dans le sport auto. C'est un milieu qui est très fermé. On va pas se mentir, c'est très compliqué. Comme tu dis, c'est un milieu de niche. C'est déjà faire de la photo de voiture, c'est déjà très petit. Faire de la photo de voiture sur circuit, c'est encore plus petit.
J'en ai plein qui me contactent et je leur dis, mais première chose à faire, c'est que tu prends ta voiture, tu vas sur tous les circuits qui sont à côté de chez toi. Ça roule tous les week-ends, même si c'est un club qui roule, mais tu y vas et tu progresses, tu fais du filet, tu shootes. Et il y a toujours une D2 en fait à photographier. Exactement. Si tu veux faire toujours des photos de matchs de foot, tu commences par le club de national qui est à côté de chez toi. Mais c'est exactement ça. Comme ça. Exactement. Et je leur dis, s'il y a que comme ça que tu pourras progresser, te construire aussi ta façon de voir voir les photos, construire un peu son travail, et après tu te feras connaître obligatoirement. Si bon. Je dis, il faut sortir du lot, il faut tout faire pour sortir du lot, se débarquer, et puis voilà. Et compare-toi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Moi, je me compare énormément aux autres. Je trouve que c'est important. D'accord. Alors, on va parler d'un autre point on va parler d'un autre point de ton départ de photographe. Ouais. C'est qu'au moment où tu as été engagé par Porsche, tu as pris la place d'une agence. Oui. Avec plein de photographes sur le circuit. Et on l'a vu tout à l'heure, tu es tout seul sur un événement. Oui. Comment... peut-être Porsche, ça les a peut-être un petit peu inquiétés au départ de se dire qu'ils prenaient un mec tout seul à la place d'une équipe. Comment tu as fait passer ça et comment ça s'est géré? Alors ça, justement, c'est un peu pareil, un peu au culot. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. En gros, c'est donc en 2013, je contacte tout le monde dans le milieu. Je me suis fait mon petit fichier Excel. J'ai noté les noms de toutes les agences, de tous les organisateurs, de tous les teams, pilotes. J'envoie, je sais pas, peut-être 200, 300 mails comme ça avec le lien de mon site, avec un petit portfolio en PDF de mémoire, peut-être un truc comme ça, en présentant qui je suis. Voilà. Je contacte entre guillemets donc Porsche, le championnat Porsche. La personne tombe sur mon portfolio, me dit bah ouais c'est chouette, sympa, ça nous intéresse et tout, mais bon nous on travaille avec une agence que je ne connaissais pas du tout à l'époque. On travaille avec une agence et on a un contrat avec eux jusqu'à la fin de l'année. J'ai dû les contacter en mars ou avril. Donc il me dit bon dans tous les cas pour cette saison ça ne fera pas marcher. Donc après il me dit bah viens sur une course, moi je t'accrédite, tu viens sur une course, tu fais tes photos gratuitement. Alors, je fais mes photos. Tu fais ta vie quoi sur le. Voilà, je fais ma vie, tu fais ton petit reportage et on verra après. J'habitais Le Mans, heureusement, j'avais déménagé au Mans et justement ils avaient une course en avril au Mans. Donc je leur dis bah voilà, moi j'habite Le Mans, parfait, on peut je peux venir sur cette course. Donc je viens sur cette course, première fois que je suis entre guillemets ça doit être peut-être la 4e ou 5e fois que je faisais un événement un peu officiel, accrédité, un peu pro, on va dire. Donc j'arrive sur cet événement. Le circuit, je le connais par cœur parce que j'y passe tous mes week-ends, donc parfait. Je fais mon petit reportage. À la fin du reportage, c'est simple. Le responsable prend le reportage que lui a eu via son agence. Il prend le mien et il se dit bah voilà, il n'y a pas photo. L'année prochaine, Alexis, on travaille ensemble, il n'y a pas de souci, pas de problème. Moi, ce que tu as fait, c'est très bien. Bon, bah, très bien. Donc, ça se fait comme ça. Donc, l'année d'après, on signe le contrat. Et là arrive la journée de test. Donc, c'est avant les premières courses, on fait 2 jours où les voitures, les teams prennent un peu possession des voitures et peuvent rouler, après une période d'hiver où ils n'ont pas roulé, c'est l'occasion. Donc là, j'arrive, première fois, photographe officiel du championnat Porsche. J'ai aucune expérience, qu'on soit clair. Et j'arrive dans un milieu où eux ils sont rodés, tout le monde, c'est-à-dire c'est des petites équipes, qu'on soit clair, il y avait une responsable com qui gérait un peu tout, et après il y avait le responsable du championnat, et puis après d'autres personnes, mais qui étaient pas liées à la com. Et la responsable com, c'est une personne qui travaillait avec Toyota, qui a fait de la Formule 1, qui travaillait sur Paris-Dakar, une personne ultra compétente. Et moi, j'arrive tout bredouille avec mon petit appareil photo, mon petit sac à dos, et c'est parti, quoi. Il faut que je prenne. Il y avait un peu plus de 20 voitures, quoi. Et là, c'est parti. Elle me dit Alexis, vas-y, fais tes photos, tu reviens à midi, et on regarde ce que tu as fait, et puis on y va. Je fais mes photos. Je reviens et là c'était très compliqué parce que justement j'ai le souvenir de est-ce que tu as pris tel pilote en photo, c'est lui qui a fait le meilleur temps. Et là genre dans toutes mes photos j'en avais fait je sais pas peut-être 1000 et là je fais non je l'ai pas, j'ai toutes les voitures sauf lui, pas de chance.
Et là, direct, alors là, moi je me décompose. Hein. Je suis là, je suis peut-être pas à la hauteur. Bon, allez, on se ressaisit. Heureusement, elle était très gentille. Je la remercierai jamais assez là-dessus. Très compréhensive. Elle a compris que t'étais en rodage aussi, quoi. Exactement. Moi, j'étais en rodage et je découvre le truc. Et comme tu dis, après, au fur et à mesure des années, maintenant, j'ai des automatismes que voilà, j'avais pas du tout à l'époque. Et finalement, ça se passe bien. Et je découvre en fait que l'agence que j'ai remplacée, je les rencontre. Ces gens de l'agence que je ne connaissais pas. Et je les rencontre pareil sur le circuit. Et donc là, j'apprends que c'est eux à qui j'ai pris le boulot en fait. Eux qui avaient un contrat depuis 10 ans, je crois, avec le championnat. Pour les nommer, c'est l'agence DPPI, qui est l'une des plus grosses agences françaises on va dire en sport mécanique. Ils couvrent tout, que ce soit Formule 1, Paris-Dakar, championnat du monde d'endurance, tous les rallyes, ils sont partout. Ouais. C'est une très grosse agence. Et eux, ils avaient en fait, quand ils venaient sur un circuit, ils avaient toujours un photographe dédié, voilà. Et donc, sauf que moi, je prenais la place de cette agence qui était très connue. Et autant te dire, c'est un milieu qui est tout petit, le sport auto. Pour faire simple, en France, je pense, dans le sport, vraiment à vivre du sport auto, on était allé à tout casser une vingtaine de photographes. Je pense à 20 photographes. T'as tous les Français qui vivent, on va dire, vraiment à temps plein du sport. Ils sont professionnels ils sont vraiment professionnels. Et cette agence, c'est peut-être un quart des photographes, hein, pour faire simple. Hein. Donc là, au début, c'est sûr que c'est un peu compliqué avec eux. D'un point de vue, moi, j'arrive sur un circuit, eux, ils ont le bras long, ils connaissent tout le monde. Donc, je vois bien que je suis pas le bienvenu. Hein. Honnêtement, c'est assez compliqué au début. La première année assez compliquée. Et en fait, ils se rendent compte que en fait, je fais ça de manière totalement honnête, légitime. Ouais. Voilà, j'ai pris la place, c'est le jeu. C'est pas moi qui ai pris, j'ai pas cassé. Voilà, c'est totalement légitime. J'ai pas cassé le marché, etc. Et au final, la deuxième, en 2015, je travaillais avec eux. Au final, sur d'autres événements. J'ai travaillé avec cette agence au final, parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, ça se passait bien et que c'était fait de manière intelligente et voilà. Mais remplacer une agence, c'est compliqué dans le sens où eux, ils sont en plusieurs, comme tu dis. Ouais. Ils peuvent se répartir le travail. Alors souvent sur des week-ends comme ça, il y a plusieurs championnats, donc ils se répartissent un peu le travail. Mais s'il y en a qui n'a pas le temps de faire tes trucs, l'autre il peut venir en renfort. Ouais. Et puis ils connaissent le circuit, ils ont le matériel, ça fait la différence. Ouais. Ils ont des accès qu'on n'a pas forcément quand tu débutes. Et c'est plein de choses. Et au début, c'est vrai que quand tu remplaces une agence, c'est pas forcément simple. Bon, maintenant, tu vois, je fais le travail tout seul et ça roule, c'est sport. Même eux t'engagent, donc du coup, ils savent. Exactement. Donc, de temps en temps, je travaille un peu avec eux de temps en temps. Après, maintenant, j'ai plus trop le temps de travailler avec eux. Donc, c'est un peu, c'est un peu dommage, mais c'est toujours avec plaisir quand je peux travailler avec eux parce que c'est des gens adorables et voilà, ils font. C'est beau quand la concurrence est fair play. Alors, c'est pas toujours le cas, surtout en sport auto. Alors, je sais pas comment c'est dans les autres milieux, mais en sport auto, c'est pas toujours fair play. Mais faut être intelligent, faut le faire de manière intelligente. C'est pareil partout, mais t'es pas obligé de fréquenter. C'est ça, non plus exactement. Les pas fair play. C'est ça. Si on parle un petit peu de communication, alors moi je m'étais noté que tu étais très présent sur les réseaux, mais j'ai l'impression que tu es en train d'épurer un petit peu de notre discussion préparative de cet enregistrement. Donc t'en es où sur les réseaux sociaux du coup? Alors, j'étais très présent il y a quelques années de ça sur un peu tout. Tu pourrais me trouver, je pense, sur à peu près toutes les plateformes il y a quelques années de ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à enlever certains réseaux. On parlait de Twitter tout à l'heure. Twitter, honnêtement, je pense que ça doit faire 4-5 ans que j'ai pas dû mettre le pied sur Twitter. Bon, en fait, mon compte est toujours actif. Tu me l'as appris tout à l'heure, donc je pense qu'il va falloir que je retourne. Il sera désactivé d'ici la parution de l'épisode. Donc. Exactement, je vais le désactiver, je pense. J'ai ma page Facebook pro. J'ai mon compte perso et j'ai un compte pro que j'avais créé il y a, pareil, tout début, donc toi, peut-être en 2010, 2012, même avant d'être pro, je pense que j'ai dû créer ma page Facebook. Et depuis, c'est de faire depuis 2-3 ans. En fait, avec la charge de travail, j'avais plus trop le temps et je partageais plus mes albums dessus. Donc là, pareil, normalement, elle est désactivée, je crois, mon Facebook. D'accord. Donc maintenant, de ce qui est actif, il y a mon site internet. Bon, qui est pas à jour depuis 2 ans.
qu'il va falloir que je me mette à jour. Ça n'a pas été mis à jour depuis le début de la pandémie, en fait. Donc, quelque part, il y a une excuse aussi. Ouais, c'est ça. Sauf qu'après la pandémie, j'ai quand même pas mal bossé. Donc, des photos, j'en ai plein des reportages à mettre. Mais, et en fait, non, normalement, j'ai mon site et Instagram. Instagram, c'est là où je suis le plus actif maintenant, clairement. D'accord. Même si j'aimerais être plus actif, poster au moins une photo par jour, ce que je ne fais pas. Je poste de temps en temps, mais j'essaye. Ça, c'est vraiment un réseau sur lequel j'aimerais me positionner un peu plus. Après, honnêtement, je poste moins sur les réseaux sociaux parce que je pense que je me lasse aussi de mes photos. C'est la façon de parler. Ouais. Sinon, maintenant, mes photos, je les connais. Je connais mes photos. Moi, quand je travaille un week-end complet, c'est un week-end, je vais faire des milliers de photos. Mes photos, je les ai vues. J'ai travaillé dessus. Le dimanche, quand je pars du circuit, je passe à autre chose. Et souvent, quand je passe à autre chose, je passe vraiment à autre chose. C'est-à-dire, avant, j'avais le lundi, par exemple, je postais mon album, genre, voilà, ce week-end, j'ai été à tel endroit sur tel circuit. Oui, le côté waouh, super, j'ai passé un super week-end, j'ai fait des super photos, je suis content. Maintenant, t'es blasé. Maintenant, j'ai fait mes photos, mes clients sont contents. Je repartage ce que mes clients vont mettre sur Instagram, je les repartage. Et puis, en gros, moi, après, je passe à autre chose. La semaine d'après, je repars sur un autre reportage. Et puis, et ça, je communique de moins en moins par rapport à ça. Et par rapport aussi, j'ai déjà un emploi du temps qui est déjà bien rempli. Et en fait, trop communiquer. Moi, je sais que on me contacte via les réseaux sociaux pour me donner du boulot. Hein. Des fois, on m'appelle, tiens, est-ce que voilà, on est intéressé pour telle course, tel truc, tel événement. Et souvent, non, je suis pas dispo. Non, je suis pas dispo. Et en fait, à force de faire des refus, je me suis dit je communique peut-être un peu moins. Et en même temps, ça simplifie. Ça simplifie tout, exactement. C'est aussi pour ça. Ton site web est très très simple aussi. J'avais noté, il est presque aussi épuré qu'un Instagram finalement. Oui. T'arrives, ta page d'accueil avec une dizaine de photos, portfolio, contact. Oui, c'est ça. C'est tout. Voilà. Pas de fioriture. Il y a ton nom en haut, deux liens et puis c'est réglé quoi. Exactement. C'est tout simple en fait et du coup c'est peut-être la meilleure manière de gérer son. Ouais, c'est ça. Et là il faudrait juste que je refasse, c'est ça, je remette à jour c'est mon site quand même pour remettre un peu plus de photos parce qu'il y a quand même des trucs qui sont cool, hein, honnêtement. Là j'ai fait plein de photos dernièrement, même l'année dernière, j'ai plein de reportages qui sont canons et comme tu dis ça montre un peu l'évolution aussi des années au fil des années, donc il y a un peu même pour laisser un peu cette trace, tu vois, derrière. Mais là, faut vraiment que je me motive à le faire. Faudrait que je le fasse cet hiver quand j'ai le temps. Et il faut que je me motive. Il y aura un trou dans les courses. C'est exactement ça. Dernière question de ce côté business. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui et combien de temps t'as mis à en arriver là? Moi, honnêtement, je vais pas à me plaindre. Je vis que de mes reportages. Tu vois, je fais pas de vente de tirage. Toi, je sais qu'il y en a qui vendent des tirages, qui vont gagner leur vie avec justement les réseaux sociaux. Tu vois, sur Instagram, il y en a qui vont pouvoir gagner leur vie grâce à ça. Moi, c'est 100% sur mes reportages. Moi, je pars du principe que je gagne correctement ma vie, honnêtement. Quand je compare par rapport surtout au milieu, surtout comme tu dis, c'est un milieu de niche. Moi, je vois les autres photographes en sport auto, à part ceux qui travaillent en grosses agences, qui travaillent, qui vont faire 40 déplacements dans l'année, 40 week-ends, 40 semaines de déplacements dans l'année. Les mecs, ils bossent comme des acharnés. Voilà. Moi, je sais que les photographes que je côtoie sur les circuits, ils gagnent leur vie, mais on va dire très... voilà, comme moi, je l'ai gagné il y a mes 2-3 premières années de photo, tu vois. Là, maintenant, moi, je suis sur un rythme où là, ça fait depuis 4-5 ans, c'est constant, mes revenus, sauf l'année dernière. Mais sinon, j'ai des revenus constants et qui sont, je trouve, très corrects par rapport à ce que je travaille. Je travaille 7 mois dans l'année, à peu près, ça va très bien. Tu as un bon ratio, en fait, entre le travail que tu fais et... Exactement. J'arrive à bien facturer mes clients par rapport à d'autres photographes, parce que c'est un milieu où ça facture pas beaucoup. C'est très difficile de facturer à un client. C'est étonnamment, parce que c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent. Faut être clair, hein. Pour rouler sur circuit, il faut avoir de l'argent. Pour les photographes, hein, c'est pas. Et voilà, et photographes, souvent, c'est le dernier truc qui arrive. Et c'est un peu voilà. L'intérêt d'être très différent des autres et de pas faire les mêmes photos. Et t'as tout compris. C'est ce que j'explique à tous les photographes qui veulent se lancer. C'est faut vous valoriser. Et pour se valoriser, il faut être différent et il faut amener une plus-value.
Et si tu amènes ta plus-value, ton client, il te paiera parce que il trouvera son compte. Il y a un vrai truc différent. Et si tu fais la même chose que tous les autres, ben, c'est le moins cher. C'est ça. Quoi. Et c'est pour ça que je me remets tout le temps en question. Exactement. C'est justement pour me dire, voilà, j'amène toujours un petit truc en plus à mon client chaque année en me disant, voilà, j'entretiens un peu tout ça, quoi. C'est une bonne manière d'arriver à la conclusion de l'épisode. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière? Ça, moi, vu que j'écoute tes podcasts, c'est toujours ceux qui écoutent qui sont les moins préparés à cette question. C'est ça. J'ai beaucoup réfléchi. Honnêtement, moi, je suis quelqu'un de très positif et très optimiste. Alors, c'est-à-dire que même s'il y a un truc qui merde, je pars du principe que, au pire, c'est une erreur, un truc, et ça peut être que bénéfique pour après. J'écoutais, ça arrive, hein, des fois, une carte mémoire qui plante. Bon, bah, maintenant, tu fais double sauvegarde, t'as 2 cartes mémoire. Ça m'est arrivé, j'ai plein de choses, hein, qui me sont arrivées. Non, moi, je dirais, par rapport à mon métier, le pire qui peut m'arriver, c'est pas forcément en tant que même sur le reportage, c'est les déplacements. Je me déplace beaucoup. Je suis tout le temps en train de me déplacer, des voyages en permanence. Toutes les semaines, je voyage. C'est les voyages. Honnêtement, c'est moi, les plus grosses galères que j'ai eues en termes de reportage, c'est ça. C'est justement, par exemple, un retard de train, un retard d'avion, qui fait que tu peux pas être présent pour le reportage. Et là, faut trouver justement quelqu'un pour te remplacer à la dernière minute parce que tu peux pas être là. Et moi, les plus grosses galères que j'ai eues, c'est ça. C'est plus lié à la SNCF et autre chose. Des déplacements qui se passent mal, quoi. Ouais, exactement. Parce qu'après, sur les circuits, oui, ça arrive des fois. Oui, t'as des problèmes, t'as des soucis. Mais j'en ai pas forcément plus que ça. Je pars du principe que ça fait partie du. C'est une partie du job. C'est une partie du job. La résolution des problèmes, en tout cas, c'est une partie du job. Ouais, moi je pars du principe c'est ça. Il y a toujours des solutions. Tu vois, ça m'est arrivé sur des photos officielles. Typiquement les 24 heures du Mans. Il y a une photo officielle où on met toutes les voitures. Donc, tu as 56 voitures qui sont alignées sur la ligne droite. Et moi, je suis dans une nacelle à 30 mètres de haut. C'est les nacelles, là, les petites nacelles là, qui montent télescopiques. Là. Tu es à entre 20 et 30 mètres du sol. Donc, moi, en plus, j'ai le vertige. Autant me dire, je suis jamais très serein là-dedans. Et le but, c'est de passer les voitures. Et combien de fois ça m'est arrivé d'être dans des nacelles qui, à un moment donné, qui bloquent. Tu vois, la nacelle, tiens, on peut plus la redescendre. Ce genre de choses. Et là, tu es là, tu te dis, mais là, c'est pas cool. Ou l'inverse, c'est la nacelle qui va pas monter. C'est que tu as une photo officielle à faire qui t'a émis et la nacelle ne veut pas monter, tu vois, ce genre de choses. Mais bon, après, moi, je pars du principe qu'il y a toujours des solutions et tu rebondis. Et c'est comme ça aussi que tu te valorises aussi, tu vois, de toujours trouver des solutions. Ce que je dis souvent, c'est qu'un bon professionnel, c'est pas quand tout va bien que tu le remarques, c'est quand tout va mal. C'est tellement vrai. C'est exactement ça, je pense. C'est ça un pro. Ouais. Par opposition, le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur moment, j'ai envie de te dire les prochains, que ça continue. Voilà, moi ça fait 9 ans, tu vois, que je suis c'est ça fait 9 ans que je suis pro. Dans 9 ans, on en reparle et je te dirais le meilleur moment, c'est dans 9 ans et voilà, on fera ça à chaque fois. Voilà, c'est ça. Moi c'est très bien. 80 ans, tu continueras à shooter les Exactement. courses, peut-être un petit peu moins vite, mais peut-être. Ça aura du jetpack pour passer d'un endroit à l'autre. C'est ça, ça serait pas mal, ça serait une bonne solution. Ça serait une bonne manière de faire évoluer le métier. Ouais, c'est une très bonne idée. Dernière question de l'épisode, qui est-ce que tu me recommanderais comme invité pour un prochain épisode? Et ça, pareil, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que des photographes, j'en connais plein, qui sont très intéressants, il y en a plein. Non, je pense un qui peut avoir des très bonnes histoires à raconter, mais vraiment en termes d'expérience, qui a vécu justement des choses, je pense pas forcément toujours simples. On reste sur du sport auto. Il travaille justement dans l'agence à qui j'ai pris le boulot de Porsche. C'est François Flamand de l'agence DPPI. Ouais. Qui est une personne c'est un baroudeur. Je pense que c'est quelqu'un, il a connu l'argentique, mais dans les pires conditions, c'est-à-dire Paris-Dakar, tu fais le Paris-Dakar en argentique. Donc, tu shootes dans le désert en argentique, t'envoies tes pellicules en France via avion, pour les faire développer. Moi, je sais que c'est un mec qui a des histoires, il a fait le tour du monde, je sais pas combien de fois, je pense qu'il a fait tous les pays du monde. C'est une personne qui a fait de la Formule 1, il a connu tous les grands moments du sport auto et il a une façon de travailler, il est simple, humble,
Je pense que c'est l'un des meilleurs photographes français, et même au niveau mondial, je pense qu'il en fait partie. Il a une approche noir et blanc et du portrait je trouve qui est extraordinaire par rapport au sport auto, par rapport à tout ce qu'on peut faire. Lui, il a une approche encore en plus sur la lumière. On sent qu'il a fait de l'argentique, tu vois. Ouais. Il a vraiment une approche et c'est quelqu'un qui est adorable et qui a des histoires à raconter et qui les raconte d'une manière en plus qui est extraordinaire. Et lui, ça, si tu l'invites, je pense que je serais le premier à écouter le podcast parce que je pense qu'il y a plein de choses à apprendre. On va discuter mise en relation en antenne. Et puis, exactement. On va planifier ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, c'est assez simple. Tu n'as plus que ton site Instagram. Instagram, Alexibourg. Voilà. Et mon site internet. Mais surtout Instagram. Si on poursuit vraiment mon actu, c'est Instagram. Parce que même si je poste pas forcément beaucoup sur Instagram, je mets des stories. D'accord. Et ça, je poste facilement des stories. Et ça permet de suivre un peu mon contenu, là où je suis. Et puis voilà. Ton quotidien. Exactement. Okay. C'est ça. Je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes d'épisode. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. C'était super intéressant de discuter avec toi. Enfin, merci à toi aussi. Hein. Franchement, c'est très sympa, très bonne opportunité. C'était très intéressant. Et merci beaucoup. Ouais. Génial. Merci. C'est chouette. À très bientôt. À très bientôt, ouais. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.